Bonjour Laurent Tobiana. Bonjour. Euh, Vous êtes épidémiologiste. D'ailleurs, on se tutoie, on se voit. On se tutoie. Allez, tu as accepté de répondre à nos questions dans le cadre d'une explication de texte, d'un débriefing sur ce que c'est que une pandémie, une épidémiologie avec ton expérience, les médecins de terrain que tu rencontres et toute cette information. Ce qu'il y a d'important pour les lecteurs de François, pour les adhérents de l'association Bon Sens, c'est que tu nous expliques avec des mots simples ce que c'est qu'une épidémie. Juste, fais l'hypothèse que je connais rien du tout. Une épidémie, c'est à la fois facile, extrêmement facile de comprendre et en même temps compliqué parce qu'il y a énormément de choses qui entrent en ligne de compte. Tout d'abord, ce sont des individus qui sont malades, mais ces individus malades, on les regarde à un niveau plus global, c'est-à-dire au niveau d'une population. Dans une épidémie, on regarde ce qui se passe au niveau des populations. Mais en effet, on est obligé de regarder ce qui se passe au niveau des individus et même, à la limite, à l'intérieur de l'individu, c'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait comprendre une épidémie comme une interaction entre une charge pathogène, en l'occurrence pour le Covid, c'est un virus, et la réponse immunitaire de l'individu à ce virus. Et puis lorsqu'on fait un zoom arrière, on s'aperçoit que d'autres personnes sont dans le même cas et que ces personnes sont elles-mêmes en contact les unes avec les autres et le virus peut se transmettre de personne à personne. Ça, c'est dans le cas d'une transmission interindividuelle. Et lorsqu'on fait un zoom arrière, eh bien, on regarde au niveau de toute la population et on peut observer la diffusion de l'épidémie, c'est-à-dire des malades, mais en réalité, ce sont des virus qui circulent en prenant pour hôte des individus. Voilà, ça c'est le schéma général et on voit que la complexité vient du fait que nous sommes obligés de faire un grand écart entre le microscopique et le macroscopique. Maintenant, on va essayer de prendre point par point comment ça se passe. D'abord, tentons de définir ce qu'est pour un épidémiologiste une épidémie. Une épidémie, c'est lorsque dans un lieu donné, à un moment donné, on observe un nombre anormal d'un événement sanitaire. Et pour revenir à notre épidémie actuelle, c'est-à-dire celle du Covid, c'est au moment où on a commencé à compter un nombre de personnes malades de quelque chose, en l'occurrence au début on ne savait même pas ce que c'était, qui dépassait un nombre attendu. Lorsqu'il s'agit d'une maladie émergente, on ne sait pas a priori combien on attend de malades et donc à partir du moment où on en compte suffisamment pour trouver ça un peu anormal, eh bien on peut se considérer comme dans un état épidémique. Mais la maladie émergente est un peu spéciale par rapport à des maladies connues. Alors je vais prendre l'exemple standard de la grippe. Pour la grippe, on sait que tous les ans, il y a en période hivernale une remontée du nombre de cas de syndrome grippaux. Et à un moment, puisqu'on a un long historique de ces épidémies, on dépasse un seuil attendu. Alors je vais montrer ça sur une courbe. Tout d'abord, en épidémiologie, il y a un certain nombre de définitions, mais au début de l'épidémie, ces définitions, on ne les avait pas, les termes, on ne les avait pas, et puis maintenant, c'est passé dans le vocabulaire courant. C'est la notion d'incidence. Imaginons un espace dans lequel il y a une population. Alors, vous voyez, chaque point que je mets ici, c'est un individu. Et dans cet espace-là, il y a un certain nombre d'individus, et au départ, tous ces individus-là sont sains,
ils n'ont pas ils n'ont pas contracté le virus et donc ils ne sont pas malades. Et si le virus est nouveau, si le pathogène est nouveau, on va l'appeler virus, ce sera plus simple. Si le virus est nouveau, toutes ces personnes-là sont susceptibles d'attraper, de faire une maladie avec ce virus-là parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Donc leur système immunitaire, leur mémoire d'une maladie passée est inexistante, donc ils sont susceptibles d'attraper cette maladie. Okay ? La notion qui est devenue courante, c'est la notion d'incidence. Qu'est-ce que c'est qu'une incidence ? C'est le nombre de nouveaux cas de personnes malades dans un espace. Alors là, je mets en rouge un certain nombre de personnes qui ont attrapé, qui ont eu le virus et qui ont développé une maladie et qui sont donc repérables par un système de santé. Donc là, je compte, il y en a 3 dans un espace donné, et au cours d'une période, imaginons que ce soit les jours, eh bien, le premier jour, il y a eu 3 malades de ce nouveau virus, d'accord ? Et l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas pendant cette période-là. Le deuxième jour, ces malades-là, je ne les compte plus puisqu'ils sont déjà malades. Donc, je vais revoir un nouveau nombre, d'accord ? Le jour suivant, 2, il y en a 4. On les détermine comment, les malades ? On les identifie comment ? Ah, alors, c'est une bonne question parce que le seul moyen de savoir si quelqu'un est malade, c'est que le système de santé, dans son acception la plus large, est capable de détecter que cette personne est malade. En général, quand une personne est malade, elle le sent elle-même. Quelque chose ne va pas en elle. Elle a de la fièvre, elle a des myalgies, c'est-à-dire qu'elle les muscles, elle a des signes qui lui permet de dire ça va pas bien, je vais consulter un médecin. Et à partir du moment où elle consulte un médecin, ce médecin va mémoriser quelque part qu'il y a eu un malade. Mais justement, personne d'autre que lui ne le sait. C'est pour ça qu'on a organisé des systèmes de recueil de cette information et on va dire que des systèmes de médecins généralistes depuis très très longtemps se sont mis ensemble pour partager cette information-là et la remonter à un niveau global, c'est-à-dire un niveau supérieur à celui de leur visibilité à eux. Il existe ce qu'on appelle des réseaux, ça existe depuis très longtemps, et puis ces réseaux permettent de remonter à un niveau national ce qui est vu à un niveau local. Okay ? Disons que le fait que l'électronique ait été mise en place a permis, dès les années 80, avec l'apparition par exemple du Minitel, de recueillir presque en temps réel cette information. Et ça a été le travail de ce qu'on a appelé dans un premier temps le RNTMT, c'est-à-dire le réseau télématique du recueil sur les maladies transmissibles. C'est pas exactement ça le terme, mais c'est à peu près ça, et qui est devenu après, à partir de 1992 ou 95 même, le réseau Sentinelle. Qui lui-même était intégré dans un système qui est devenu l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, et qui lui-même a été intégré dans un truc plus gros encore qui s'appelle Santé publique France. Voilà, donc ça c'est l'un des réseaux de recueil. Des médecins bénévoles recueillent de cette information, puis la remontent à un niveau national. C'est un échantillon de médecins bénévoles. On espère qu'il est, entre guillemets, représentatif. Il est représentatif de la population médicale, qui elle-même est représentative de la population française. Et donc on fait ce qu'on appelle des estimations de l'incidence de l'épidémie. Voilà comment ça se passe. Il y en a combien de médecins comme ça, ces lanceurs d'alerte ? Alors ce ne sont pas des lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui recueillent bénévolement. Alors le réseau Sentinelle,
c'est de l'ordre, il faudrait aller voir sur le site, mais environ 300 médecins qui recueillent toutes les semaines les données. Alors nous faisons des calculs, alors je dis nous parce que j'ai participé à la création de ce réseau, et nous faisons des calculs statistiques qui permettent de déterminer l'évolution hebdomadaire de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de nouveaux cas sur la France entière, mais aussi à des niveaux plus réduits encore, tels que les régions, et encore plus réduits, tels que les départements. Mais vous voyez bien que plus on réduit l'échelle, plus la précision de l'information est elle aussi réduite, puisque, comment dire, si il y a 300 médecins, si vous divisez par 100 départements, en gros, ça fait 3 médecins par département, ce qui est assez faible en puissance statistique pour pouvoir donner des informations précises. Donc, bien sûr, à un niveau national, c'est quand même, ça a une puissance statistique suffisante pour pouvoir comprendre comment diffuse cette épidémie. Et d'ailleurs... Et les données, juste oui. les données, donc en fait, c'est des données anonymes. En fait, il remonte que l'incidence des cas, il remonte pas... Il remonte exactement le nombre de cas vus d'une pathologie donnée. Et en réalité, le réseau Sentinelle, je ne veux pas m'appesantir sur le réseau Sentinelle, mais comme c'est l'un des premiers réseaux comme ça en France, l'un des plus anciens réseaux électroniques de recueil de l'information sur les maladies transmissibles, c'est bien de pouvoir prendre ça comme un gold standard, si vous voulez, comme un exemple, mais il y a plusieurs pathologies, dont justement les syndromes grippomes et les gastro-entérites, et tous les ans nous voyons ça. Et en gros, lorsqu'on regarde l'incidence, on va prendre par exemple l'incidence des grippes, eh bien globalement vous voyez que il y a ce qu'on appelle une ligne de base, c'est-à-dire que globalement de la grippe il y en a tout le temps, mais justement ça va nous intéresser pour les épidémies et ce qu'on appelle le seuil, c'est-à-dire que même en plein été, il y a des cas de grippe, mais c'est inférieur à un certain seuil. C'est-à-dire que le virus circule, mais il circule faiblement. Alors, ce sont des incidences hebdomadaires, c'est-à-dire que l'échelle de temps que l'on prend, le découpage du temps, c'est la semaine. Parce que si on prend tous les jours, la fluctuation quotidienne est trop importante. Donc on agrège au niveau de la semaine, donc il y a 52 semaines dans une année, donc on a 52 points par an, et ça, au bout d'un moment, eh bien, ça dépasse un certain seuil, et là je vais fixer ce seuil comme ça, voilà, et ça dépasse un certain seuil, et généralement, lorsque l'on voit le dépassement du seuil, après, il y a un développement exponentiel, justement, c'est-à-dire que ça va très très vite du nombre de cas, d'accord ? Et puis, au bout d'un moment, le nombre de cas atteint ce qu'on appelle un pic épidémique, et puis finit par redescendre. Quand elle passe le seuil une première fois, c'est le début de l'épidémie, et puis quand elle le repasse à la descente, c'est la fin de l'épidémie. D'accord ? Ça ne veut pas dire pour autant que le virus ne circule plus. Mais lorsqu'on regarde l'air sous la courbe là, qui est ici, c'est ce qu'on appelle l'incidence sur toute la période épidémique, donc entre deux passages de ce seuil. Et en gros, lorsqu'on compte tout ça, on peut estimer le nombre total de personnes qui ont été touchées par cette épidémie de grippe. Et donc ça, on le fait tous les ans, voilà, ici et ici. Et ça, le nombre total, ça se situe entre 2,5 et 3 millions de personnes, en moyenne, d'accord ? Et ça dure entre 6 et 8 semaines. D'accord. En moyenne. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui sont touchées, ça, c'est la durée de temps. Oui, voilà. Ça, c'est pour les grippes. C'est pas pour le Covid. Mais, globalement, on peut... je me souviens qu'au tout début de l'épidémie de Covid,
il était interdit de parler de la grippe. Pratiquement, c'était très difficile. Dès qu'on parlait de ça, on nous disait « Ah ben non, ça n'a rien à voir, c'est pas une grippette, vous vous souvenez du terme de grippette, etc. » Et moi, je m'insurgeais contre ça, parce que finalement, le mode de transmission est à peu près le même. C'est-à-dire que c'est un virus qui se transmet de personne à personne par contact ou par projection d'aérosols. Et c'est exactement comme ça que ça se produit pour la grippe. Donc je ne voyais pas la raison pour laquelle il était interdit de réfléchir à l'épidémie de Covid, en tout cas pour sa dynamique, en utilisant des choses extrêmement connues qui étaient justement la grippe. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dès le 11 mars. J'ai étudié l'épidémie de Covid et fait des estimations sur sa durée et sur son amplitude à partir de mes connaissances sur la grippe et aussi sur les données que j'avais. Les seules données que j'avais, c'était celles de Chine à l'époque, et celle du Diamond Princess, qui était le fameux bateau qui représentait quelque part une sorte d'expérience en laboratoire où on avait une population fermée avec exactement comme ce que je viens de représenter ici, c'est-à-dire un espace au cours du temps, et on voit comment le nombre de nouveaux cas évolue à partir de cas infectés en très faible nombre au départ. Donc le Diamond Princess, c'était comme un essai clinique. On peut dire ça. En tout cas, c'est comme ça. Lorsque j'ai vu cette chose, je me suis dit, mais c'est incroyable. On a là devant nous une expérience, un laboratoire, une sorte de laboratoire. Et pour l'exemple, en France, on a eu un peu plus tard l'expérience du porte-avions qui est arrivée. Mais cette population était différente. Elle n'est pas exactement représentative de la population française. Elle est moins représentative de mon point de vue que l'était le Diamond Princess. Les marins sont plus jeunes. Ils sont plus jeunes, ils sont en pleine forme. Ce sont des gens qui font de l'exercice physique, qui améliorent leur système immunitaire d'une manière générale. Pour tout un tas de raisons, c'est pas représentatif de la population. C'est une population moins à risque et l'autre population plus à risque. Alors que le Diamond Princess, en effet, c'était... Alors, c'est pas non plus totalement représentatif, puisque ces personnes étaient globalement plus âgées qu'une population normale. Ok ? Mais justement, on reviendra sur la notion de facteur de risque, et notamment le fait que les personnes âgées sont plus l'âge est un vrai facteur de risque. On comprend pourquoi, parce que la mécanique, si vous voulez, du système immunitaire faiblit avec l'âge, mais en plus on le voit aussi au niveau des statistiques, c'est-à-dire que les gens qui étaient malades avec des formes plus graves étaient globalement des gens plus âgés. Donc, si tu veux, il y a deux moyens de se rendre compte que, effectivement, certaines populations sont plus à risque que d'autres. Bon, et on reviendra sur ça, c'est très important de comprendre ça, parce que ça a une influence majeure sur la diffusion de l'épidémie. Justement. Donc on reviendra là-dessus, mais d'abord j'aimerais expliquer un certain nombre de choses, notamment sur les concepts et les grandeurs qu'on utilise en épidémiologie. Vous avez remarqué qu'au tout début, tu as remarqué qu'au tout début de l'épidémie, on n'utilisait pas du tout ce que les épidémiologistes utilisent en général, c'est-à-dire les incidences, mais on utilisait des valeurs cumulées de cas, donc de cas en hospitalisation, parce que là aussi, encore une fois, il faut expliquer ce qu'est un cas, et on va revenir là-dessus. Mais en gros, je reviens sur le fait du cumul. Le cumul est une valeur qui ne fait qu'augmenter. Même si elle augmente faiblement, lorsqu'on atteint le plateau, elle ne fait qu'augmenter. C'est une courbe monotone croissante. Elle ne peut pas redescendre puisqu'on cumule. Et donc, ça a un effet anxiogène, si vous voulez, d'utiliser ce genre de choses, puisque si on utilise le nombre de nouveaux cas, là, on décrit vraiment la dynamique de l'épidémie. C'est pour ça qu'on utilise les incidences. Et c'est pour ça que ça me semblait totalement étonnant que
pour des épidémiologistes de l'OMS ou même en France, on utilise des choses qui n'étaient pas utilisées généralement par les épidémiologistes. Bon, maintenant, on va revenir, si vous voulez, à la mécanique de ce qui se passe dans un lieu. J'aimerais vous montrer en quoi, d'une part, comment on voit la forme explosive, c'est-à-dire le fait que ça augmente dans un premier temps très rapidement, la fameuse augmentation exponentielle, puis le fait qu'au bout d'un moment, obligatoirement, mécaniquement, ça redescend. Ça, c'est un mécanisme qu'on ne comprend pas quand on dit pourquoi ça redescend. Et comment il y a aussi une question, mais comment les épidémies s'arrêtent? Ça, c'est une question fondamentale. Ça s'arrête comment une épidémie? Alors, c'est ça que je vais tenter d'expliquer. Ok ? D'accord, j'écoute. Avec attention. Alors, mais moi, je vais essayer de répondre avec précision. Donc, initialement, je vous ai montré que toute la population était susceptible. Généralement, en épidémiologie, cette catégorie-là, on l'appelle S, susceptible. D'accord ? Et au départ, quand c'est un nouveau virus, eh bien, tout le monde est susceptible. Ça, c'est de la théorie. Hein. Tout le monde est susceptible dans une population. On a une population qui fait N personnes. Les N personnes sont susceptibles. En l'occurrence, 67 millions de Français. Voilà, exactement. Donc, tout le monde est susceptible. Et puis, arrive un cas. Un cas de quelque chose. Personne ne l'a vu. On ne sait pas, il arrive comme ça. Mais cette personne-là va contaminer, en fonction de ses relations, un certain nombre de personnes. Imaginons que ce soit 2 personnes qu'il puisse contaminer lui. C'est totalement théorique, hein, le truc, mais on va dire qu'il contamine cette personne-là, et puis, comme il voyage beaucoup en France, dans cet espace-là plutôt, il va contaminer quelqu'un qui est un peu plus loin, d'accord ? Ok, donc ça c'est 1, 2. Ces 2 personnes-là vont elles-mêmes contaminer 2 autres personnes. Si on est toutes dans un... Je peux oui, ça veut dire qu'en fait on fait un lien, on fait une liaison... Une liaison comme ça, voilà, exact. Ok, et puis, ici, celui-ci va en contaminer 2 autres, c'est très simple à comprendre, hein, voilà. Et très rapidement, on va avoir quelque chose du style de puissance n. Là, on est sous une loi qui a cette forme-là, c'est une loi exponentielle. C'est une loi puissance en l'occurrence, parce que ici, l'exponentielle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, enfin, c'est ça. Ça monte très vite. Et voilà, ça c'est ça l'exponentielle. Rien qu'avec 2 personnes qui peuvent être infectées. Oui, parce que ça c'est 2, je vous ai montré avec 2. Hein, si c'était 3, ça irait beaucoup plus vite. Ça irait encore plus vite, on aurait quelque chose de ce style encore plus rapide, si vous voulez. Et on ne connaît toujours pas le nombre de personnes qu'on peut infecter avec le virus. Mais ça, on s'en fiche pour l'instant. Je vous donne, pour l'instant, je vous donne quelque chose qui permet de comprendre. J'ai compris. D'accord. Pour revenir à notre affaire, là, ici, comme nous sommes... C'est pas le même N, ici, hein, donc... nous sommes dans une population fermée. D'accord ? Donc, la population, elle n'est pas infinie. Elle est limitée au nombre de la population, donc c'est quelque chose de fini. D'accord ? N, en l'occurrence, pour la France, c'est 66 millions, ou 67 millions. Les nouveaux entrants, c'est justement notre incidence. Ce sont les nouveaux cas. Donc, on les compte dans une autre catégorie. Et puis, l'étape suivante, au bout d'un moment, les gens ont fait de la maladie et ils ne sont plus malades et ils entrent dans une autre catégorie, la catégorie removed. C'est-à-dire qu'aux yeux du système, là, ils sont sortis du système. On n'en parle plus. Alors, on n'en parle plus dans quel cas ? Dans le cas où il n'est pas possible de réattraper 2 fois la même maladie. Pourquoi ? Parce que le système immunitaire a compris le virus, a appris à le connaître au niveau de l'individu. Ce système immunitaire ayant reconnu la charge pathogène, en l'occurrence le virus, est capable de le combattre avant même qu'il puisse réinfecter les choses. En tout cas, c'est schématiquement comme ça que ça se passe.
Pour l'instant, on n'a pas, à part 5 cas, je crois, et encore à discuter, il n'y a pas de réinfection par le même virus. Et ce serait très étonnant d'ailleurs, mais bon. Le cambrioleur est rentré une fois dans la maison. Il est rentré, et après on le reconnaît, on a pris sa photo, Voilà. on l'a identifié. La prochaine fois, quand il revient, il se fait avoir dès le début, hein, d'accord. Et d'ailleurs, il ne peut pas rentrer une deuxième fois. En gros, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Mais ce sont quand même des questions qu'on se pose. Mais ce que l'on observe, c'est que très peu de personnes, infiniment peu de personnes, ont été infectées 2 fois. Et même ces cas-là, je crois qu'il y en a 5 dans le monde, même ces cas-là, il faudra vérifier si effectivement ils ont été infectés 2 fois. Mais n'en parlons même pas, parce que le cas général, c'est 1 fois. Donc une fois qu'ils ne sont plus malades, ils sont sortis du système. Ce qui veut dire que, au niveau des susceptibles, rapidement, il y en a de moins en moins de gens susceptibles. Et pour que le virus puisse se transmettre, ça va être de plus en plus difficile de trouver des cas, parce qu'il y a plus de 67 millions de personnes susceptibles, il y en a de moins en moins, puisque l'épidémie est passée. Donc, ce qui se produit, c'est qu'on atteint un pic à ce moment-là, puisque c'est de plus en plus difficile de les trouver. Ça ne veut pas dire que c'est énorme, hein, à ce niveau-là, c'est le moment le maximum. Et puis, le jour plus tard, c'est encore beaucoup, puisqu'on arrive presque au même niveau que là. Mais ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y en a de moins en moins. Et puis, graduellement, il y en a de moins en moins, toujours de moins en moins. Et puis, au bout d'un moment, il n'y en a presque plus. Alors, bien sûr, dans certaines zones qui sont géographiquement isolées, il en reste toujours des gens qui n'ont pas été en contact avec tous ces gens-là. Ça, c'est possible. Mais, et c'est pour ça qu'on les retrouve très longtemps après, encore touchés de temps en temps. Et puis, même parfois, il y a des petites vagues comme ça, parce que on arrive, imaginons, dans un village où personne n'avait été touché jusqu'à présent. Eh bien, subitement, là-dedans, il y a un certain nombre de personnes qui vont être touchées. Voilà. Et donc ça fait une micro-épidémie dans un tout petit endroit. Et quand on regarde ça au niveau global, eh bien on voit un petit rebond ici. Donc c'est un petit peu comme la téléphonie mobile. Au début, personne n'avait la 4G, puis on a eu quelques antennes, et puis il y avait des territoires qui n'avaient pas la 4G, qui n'avaient pas la communication, et puis un jour c'est arrivé chez eux. Magnifique, vous êtes en train de redécouvrir un truc immense, c'est que il y a un champ complet qui s'appelle la théorie de l'innovation, hein, d'accord, de la diffusion des innovations. Et cette théorie-là a globalement la même dynamique qu'une épidémie. Et une épidémie, c'est une innovation, c'est-à-dire qu'un nouveau virus, eh bien, peut être compris comme une forme d'innovation avec les premières personnes qui sont touchées, qui sont les pionniers, on va dire, ceux qui sont au tout début, et puis ensuite la mode prend, et là il y a une explosion presque exponentielle, elle l'est d'ailleurs. Et puis assez rapidement, les gens finissent par dire il y a d'autres modes, donc celle-là, il y a des retardataires qui sont toujours dans la mode, et puis au bout d'un moment, il y a les has-been qui ont une mode ou deux de retard, et bien ici, ceux-là, on pourrait dire que vis-à-vis du nouveau virus, ils sont has-been, ils sont isolés, et donc bien sûr, ça arrive quand même chez eux, mais avec un retard, et ils ne sont pas en nombre suffisamment nombreux pour que ça réexplose. Donc voilà. C'est un peu comme quand Apple lance son dernier iPhone, il y a des adopteurs qui veulent à tout prix avoir ça, c'est pour ça qu'on a la queue, ouais. Et quand ils sont infectés, c'est qu'ils ont passé leur commande, mais ils n'ont toujours pas eu le dernier iPhone, et quand ils sont remove, c'est quand ils l'ont et qu'ils peuvent faire joujou et qu'ils peuvent montrer à leurs camarades que eux ils l'ont. Les autres sont susceptibles d'être infectés par le virus de l'iPhone. Oui, ça peut être ça. Les removed, ce seraient ceux même qui, au bout d'un moment, il y a un nouvel iPhone qui arrive, ou une nouvelle technologie, et les removed, ce seraient les gens qui jetteraient leur ancien iPhone et achèteraient tout de suite le nouveau. Alors, tout n'est pas comparable, hein, mais ça permet de voir exactement quel est le phénomène dynamique d'une innovation, et un virus ressemble un peu à ça.
D'accord. Voilà. Donc l'épidémiologie, c'est quand même des sciences qui sont comprises et qui sont modélisables. Et on peut faire des parallèles avec d'autres choses. Alors, C'est pas une boîte secrète. ah non, pas du tout. C'est pas du tout une boîte secrète. Encore une fois, dès le début, je vous ai dit que c'était assez simple à comprendre. Néanmoins, c'est compliqué parce que c'est là d'où vient toute la complexité. C'est que ça fait entrer en ligne de compte des concepts spécifiques à l'épidémiologie, qu'on peut bien sûr par métaphore comprendre, mais il y a quand même une spécificité. Néanmoins, une fois qu'on a le vocabulaire, c'est-à-dire la sémantique du truc, on arrive à comprendre comment ça fonctionne. Et lorsqu'on a compris, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, en tout cas, il me semble que c'est pas si compliqué. Donc là, j'ai expliqué comment ça montait, la phase d'expansion de l'épidémie, pourquoi ça atteint un pic et pourquoi ça redescend. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phase épidémique, et vous voyez qu'il y a le double passage du seuil, une fois à la montée et une fois à la descente. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le seuil épidémique. Compris. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je dis qu'il y a eu... Alors moi, j'appelais ça une phase épidémique. Il y a des gens, justement, d'une manière métaphorique, ont utilisé le mot de vague, voire même de tsunami. J'ai entendu parler de ça, qui est très angoissant, parce que le tsunami, voilà encore du vocabulaire important, qui frappe les esprits. C'est grave, un tsunami. Et donc, utiliser ce terme-là me semble un peu... anxiogène. Anxiogène, voilà, c'est ça. Or, nous sommes face à une vague épidémique qui a touché globalement ce que touchent en moyenne les épidémies de grippe en France. C'est en termes de volume d'effectifs global des gens touchés, c'est à peu près la même chose qu'une grippe. Ce qui veut dire que cette année, comme il n'y a pas eu de grippe, comparé aux autres années, comment peut-on parler de la grippe puisqu'il n'y en a pas eu? Alors, ce que je dis, c'est que la dynamique était semblable, l'amplitude était semblable, la durée était semblable, puisque ça a duré exactement, la phase de croissance du Covid a duré 4 semaines, environ du 1er mars. J'expliquerai après ce qu'on observe. Mais si on regarde simplement les hospitalisations, je me base sur les hospitalisations parce que l'hospitalisation, c'est une forme généralement grave. On n'hospitalise pas quelqu'un pour une maladie bénigne. Donc ça, au moins, c'est un indicateur assez fiable. Donc, lorsqu'on regarde cette courbe, elle a commencé à peu près au 1er mars. Elle a atteint un maximum à peu près le 1er avril pour fixer les esprits. Disons qu'elle a repassé un seuil bas à peu près le 1er mai. Donc ça a duré en tout 8 semaines, avec 4 semaines de montée, 4 semaines de descente, ce qui ressemble étrangement à la dynamique d'une épidémie de grippe. Mais nous sommes face à des phénomènes très larges. On parle en valeur moyenne, si vous voulez. On ne parle pas en valeur absolue. Je ne vais pas vous dire ça a duré pile poil pendant 8 semaines. Nous sommes d'accord. C'est en gros, je vous ai dit, entre 6 et 8 semaines. Donc ça ressemblait à une grippe. Oui, ça ressemblait à une grippe. D'ailleurs, je vais vous dire à quel point ça ressemblait à une grippe. C'est le fameux réseau Sentinelle dont on parlait tout à l'heure. Au début de l'épidémie de Covid, ils ont intégré comme des cas de grippe, des cas qui étaient en réalité des cas de Covid. Ça a été publié, ça a été su. Et donc, on a vu effectivement quand on regarde l'épidémie de grippe, elle était comme ça. Et puis, à un moment, ils se sont aperçus que ça faisait ça, si vous voulez. Et en réalité, l'épidémie de grippe aurait dû faire ça. Et cette partie-là, qu'ils ont vue, bien, c'était des Covid attribués à la grippe. C'est-à-dire que les médecins codaient grippe alors qu'ils voyaient des formes moins graves que la grippe, parce que le Covid, en population générale, pour des gens lambda,
a une forme clinique moins importante que la grippe. Voilà. Donc ça a été intégré. Alors je dis plusieurs choses en même temps, mais en tout cas pendant un premier temps, les médecins voyaient des Covid et en fait ils les codaient comme des grippes. Puis après ils ont fait un codage spécifique pour le Covid. Et donc après, on a codé tout le monde en Covid. Alors après je ne sais pas, mais non. Alors non, pas vraiment, parce que l'épidémie de grippe elle-même était terminée. Elle avait eu sa phase d'expansion, elle avait eu sa phase de descente, et donc c'était terminé. Mais pour répondre à ta question de tout à l'heure, l'épidémie de grippe cette année a été particulièrement faible, même exceptionnellement faible. C'est combien par rapport aux autres années? Ah, c'est une bonne question, il faudrait que je vérifie. Encore une fois, nous sommes sous une avalanche de chiffres. Tous les jours, je dois avoir en tête des milliers de chiffres dans tous les sens, et je ne vais pas me rappeler. Alors c'est gentil de me poser la question, j'irai vérifier pour être exact. Mais ce dont je me souviens, c'est que c'était une grippe exceptionnellement faible. Alors il existe par le passé, on a maintenant plus de 30 ans, 35 ans de recul sur toutes les épidémies. Il y en a des importantes, il y en a des très faibles, et puis il y a des épidémies moyennes. Depuis 2 ans, nous avons des épidémies faibles. 2 épidémies consécutives faibles. Le côté important, c'est que lorsqu'une épidémie est forte, c'est-à-dire qu'elle dépasse 3 millions de cas de grippe, eh bien, ça se voit immédiatement dans l'hôpital. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse un certain nombre de cas de grippe en population générale, eh bien, les hôpitaux sont saturés. Et d'ailleurs, tous les ans, il suffit d'aller vérifier, parce qu'on suit la grippe tous les ans, et elle est très médiatisée tous les ans, depuis plusieurs dizaines d'années. À chaque fois qu'il y a eu une épidémie de grippe forte, c'est-à-dire avec une incidence forte, à chaque fois, il y a eu saturation du système hospitalier. Donc c'est pas nouveau en fait qu'il y a la saturation cette année? Non, c'est pas nouveau. Dès que ça dépasse 3 millions, les hôpitaux sont saturés. Donc voilà, mais c'est un grand classique. Or, l'année dernière, l'année du Covid, et l'année d'avant, les épidémies étaient extrêmement faibles. En revanche, l'année d'avant encore, en janvier 2017, elle était très forte. Et là, on a calculé une surmortalité très importante, notamment au mois de janvier 2017. Une surmortalité qui a provoqué le même désordre au niveau des hôpitaux, et il suffit d'aller regarder ce qui se passe dans les journaux de cette époque, vous verrez que les hôpitaux disaient « ça y est, on n'en peut plus, il y a plein de monde ». Donc c'est un grand classique, si vous voulez. Il n'y a pas eu de confinement à ce moment-là, il n'y a pas eu de gestes barrières, ou Le confinement, vous savez que c'est une grande première, c'est une première internationale. Dans la question, peut-être qu'on l'abordera après, mais ce qui est intéressant, c'est cette épidémie de 2017 qui était importante, comme tu me dis, quand les gens ont pris leurs précautions comme ils font d'habitude, non? La précaution, j'en sais rien. Bon, si tu veux, il y a 2 choses. Moi, je suis épidémiologiste. J'essaye de comprendre les épidémies, et je fais ce qu'on appelle de l'aide à la décision. L'aide à la décision, c'est une information qui permet à des décisionnaires de prendre des décisions, de prendre des mesures, mais ce n'est pas moi qui le fais. Moi, je ne suis pas compétent pour mettre en place des mesures sanitaires. Je peux alerter. Donc notre travail, c'est de recueillir de l'information, de le traiter, de décrire le phénomène, d'alerter, et éventuellement de prédire ce qui va se passer. Voilà les 3 piliers sur lesquels nous jouons. Cette information, une fois qu'elle est donnée, après, des mesures sanitaires sont prises, et moi, je n'interviens pas là-dedans. Et je ne peux même pas
les discuter ou faire quoi que ce Et soit. ça peut avoir un impact sur la manière dont l'épidémie, Oui. dont la courbe change. Ça peut avoir un Donc, impact, en modélisation, mais alors, c'est là où tout est un peu compliqué. C'est qu'on peut avoir un impact sur une épidémie en début d'épidémie, mais une fois qu'on est dans la phase ascendante, les mesures dans la phase dure, là, c'est-à-dire à ce moment-là, les mesures auxquelles nous avons pensé sont pratiquement inefficaces. Voilà, donc là, c'est-à-dire que... on subit. Ben oui. Et c'est là, alors, et c'est en ce sens que je ne suis pas du tout rassuriste, et je ne suis pas du tout, je refuse ce terme. Lorsqu'une épidémie n'est pas prise rapidement, l'alerte, elle doit être donnée rapidement. Souvenez-vous pour le SARS, on reparlera peut-être du SARS, mais on peut juguler une épidémie si c'est pris rapidement, si elle est visible rapidement, et ça c'est un problème. Mais lorsqu'une épidémie a démarré, difficile de faire, on subit. D'où le réseau Sentinelle, on va dire, les gens qui peuvent aider à anticiper. Alors, on peut anticiper lorsque la maladie est grave et très visible. Et je reprends par exemple l'exemple du SARS. Dans l'exemple du SARS, c'était une maladie respiratoire aiguë, et les gens qui étaient atteints du SARS avaient des signes terribles et en mouraient. Donc très rapidement, à partir du moment où on voyait une hécatombe, c'est-à-dire beaucoup de morts, eh bien oui, on a pris des mesures très rapidement parce qu'on les voyait. Une épidémie faible, une maladie ayant des signes faibles, on ne la voit même pas, on ne la voit pas. Donc pendant un certain temps, elle a eu le temps de se répandre largement dans les populations sans qu'on ait même l'idée qu'elle était là. Et d'ailleurs, c'est très probable que cette épidémie ait été là bien avant. On finit par recevoir des gens dans les hôpitaux lorsque ça commence à toucher des gens qui sont déjà en situation de santé précaire. Là, on commence à les recevoir et on s'aperçoit, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que l'épidémie était là. Mais en gros, elle avait déjà diffusé depuis un bon moment et quelque part, c'est rassurant cette information-là. C'est rassurant, pourquoi ? Parce que finalement, cette épidémie touche beaucoup de gens sans qu'on puisse le voir, car 80% des gens, ceux qui ont moins de 60 ans, font des formes extrêmement faibles de la maladie, voire des formes asymptomatiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que leur système immunitaire, leur système de défense de base, on ne va pas rentrer dans le mot système immunitaire, leur système de défense fait individuellement barrière à ce virus. Et donc, ils ne font pas de forme grave de la maladie. Les pires formes, ce sont, pour ces gens-là en tout cas, les gens qui sont normalement, qui n'ont pas de problème de santé en général, ce qui représente quand même une masse énorme de personnes en France. Tous ces gens-là font des formes très faibles parce qu'ils luttent ils luttent spontanément, sans même s'en rendre compte, contre la charge virale qu'ils reçoivent. Et donc, si cette charge n'est pas très importante, en effet, ils font une forme faible, et quelque part, c'est très important pour l'épidémie. Parce que ces gens-là qui ont connu le virus, quelque part, qui ont été exposés et qui ont spontanément lutté, continueront à lutter quoi qu'il arrive, et luttant contre ce virus au niveau global, au niveau épidémiologique, ils forment quelque part une barrière immunitaire, c'est-à-dire l'immunité grégaire, à la diffusion du virus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas protéger les personnes qui sont, elles, à risque. Il faut toujours les protéger parce qu'elles, individuellement, elles sont toujours à risque. Mais le virus circule, il circule faiblement, il touche des gens sans maladie, et ces gens-là, ayant été au contact de ce virus, forment quelque part la barrière immunitaire au niveau épidémiologique pour éviter que des gens sensibles soient touchés.
Donc voilà, voilà Ce ce qui qui veut se dire que passe. quand on a tes chiffres, donc on peut prendre des mesures et on peut essayer de gérer cette épidémie en fonction de la capacité hospitalière, en fonction de d'autres facteurs. Euh, Ce qu'il faudrait faire, de mon point de vue, c'est, et ça on l'a dit, c'est qu'au lieu d'appliquer à toute une population des gestes barrières et des mesures, des restrictions très dures, c'est se focaliser sur les gens qui sont le plus susceptibles d'attraper des formes graves de cette maladie. C'est ça, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait réagir. Or, cette idée de protéger les gens les plus à risque, quelque part, j'en ai eu l'idée presque tout de suite. C'est-à-dire que j'ai proposé très rapidement sur mon site, un outil qui permettait d'évaluer le risque que l'on avait d'aller à l'hôpital, le risque que l'on avait d'aller en réanimation et le risque de mourir de ce truc-là. Ça, c'est le site de l'IRSAN, c'est ça? Oui, c'est le site alors, c'est un site qui se situe, qui est en lien avec le site de l'IRSAN, qui est spécifique, que nous avons construit spécifiquement pour le Covid. Il y a beaucoup de choses dedans, notamment le suivi des épidémies, on pourra le voir. Mais il y a aussi un outil qui s'appelle le CRAC. Alors, pourquoi le CRAC, hein, c'est Covid Risk Assessment Calculator, CRAC. Cet outil-là vous demande un profil totalement anonyme et en fonction de ce profil est très simple, hein, c'est quel est votre âge, avez-vous des comorbidités, etc. Donc les facteurs de risque classiques, en fonction de ça, et en fonction bien sûr de statistiques qu'on pourrait appeler intelligence artificielle, mais j'aime pas du tout ce mot-là, sur des données hospitalières que nous avons, permet d'évaluer un risque de chacune des personnes. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cette notion de risque, c'est-à-dire est-ce que je suis une personne à risque? Moi, je vais sur le site, je calcule et je m'aperçois que j'ai moins de risque d'être hospitalisé que de recevoir un pot de fleurs en passant dans une rue. Donc, et 100 fois moins qu'un risque de prendre son vélo, par exemple. Les gens se disent, mais moi j'ai aucun risque, il n'y a pas de problème. En revanche, les gens qui vont décrire un profil à risque, là on leur dit, voilà votre risque et voilà ce que vous devriez faire pour éviter votre truc. Donc voilà, ça c'est un outil tout simple. Et il a été utilisé cet outil? Il a été médiatisé? Ah, pas du tout médiatisé. Il a été, je crois que j'en ai parlé une seule fois sur une radio, et il y a eu une avalanche, une épidémie d'utilisation de cet outil. Et puis après, bon, les gens, une fois qu'ils se sont quelque part testés, une fois qu'ils ont testé leur risque, ils ont dit, bon, ça va, j'ai pas de risque. Moi, mes facteurs de risque, c'est néant, donc je peux vaquer à mes occupations tout à fait normalement. En revanche, ceux qui se sont testés et qui ont vu qu'ils avaient des risques, eh bien, lorsqu'ils voient leurs petits-enfants, par exemple, ils leur disent, bah, il serait plus correct que vous laviez les mains, que vous mettiez un masque, etc., les mesures habituelles. Alors, donc on avait un moyen, on va dire, de donner un outil d'information. Ah, il a existé, nous l'avons mis en place dès le début de l'épidémie. Il n'a juste pas été utilisé comme beaucoup de choses en France, on va dire. Alors, bon, moi, vous savez, je pense que 90% de ce que l'on fait dans mon laboratoire n'est pas utilisé. Donc, mais oui, non, n'est pas utilisé. Nous sommes un laboratoire de recherche. On n'est pas là pour mettre en place des choses... On met des outils pour faire pour comprendre les choses, mais pas pour les diffuser au grand public comme ça. Diffuser, par exemple, j'ai parlé beaucoup du réseau Sentinelle, mais nous avons monté beaucoup d'autres réseaux, je ne vais pas dire plus performants, mais différents du réseau Sentinelle, qui faisait des choses un peu différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, et surtout pas une polémique là-dessus, j'en ai pas besoin. Mais on a fait donc des choses qui étaient opérationnelles. Et ça, ces choses opérationnelles fonctionnent. Mais
c'est les fameux 10% de choses opérationnelles. Mais pour obtenir 10% de choses opérationnelles, il faut 90% de recherche qui sont de la pure recherche théorique, méthodologique. Et voilà, on met en place des choses. Par exemple, les Risk Assessment Tools dont je viens de parler, ce sont des choses que l'on met en place dans le domaine du cancer, par exemple, dans tout un tas de domaines. Et là, il m'était venu l'idée d'utiliser le même type de technologie ou de méthodologie pour le Covid. Voilà, je l'ai fait. Donc on avait le réseau Sentinelle, on avait les médecins qui étaient, on va dire, ceux qui voyaient les patients avec leurs symptômes. Le patient pouvait éventuellement identifier s'il était dans la cible ou pas du virus. Il y avait d'autres équipes qui travaillaient sur la compréhension du fonctionnement et de l'interaction du virus quand on avait été infecté. Je pense à l'équipe de l'IHU par exemple, ou d'autres équipes de recherche qui travaillent sur l'infectiologie. On avait quand même beaucoup de moyens de ne pas s'inquiéter, j'ai l'impression. Alors, l'inquiétude, c'est un autre domaine, hein. Ça, c'est presque de la psycho, hein. Nous, on avait des moyens de l'information, effectivement, qui étaient disponibles. Elle a toujours été disponible. Dès que j'ai commencé à réfléchir à cette question, il faut dire que pendant longtemps, façon de parler, pour moi, ça fait longtemps parce que j'aime aller vite, mais pendant une période, j'avais presque refusé de m'intéresser au Covid parce que je sentais le mauvais coup, quoi. D'une manière générale, les épidémies comme ça, j'ai vécu à peu près toutes les épidémies depuis 30 ans. Il y a toujours de très très mauvais coups et ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire ce méli-mélo, etc. Alors là, c'est vraiment... On passe dans une dimension autre, mais c'est vécu presque à chaque fois, pour à peu près toutes les épidémies, cette espèce d'effervescence dans tous les sens, à la fois du point de vue des chercheurs, mais aussi même du point de vue médiatique. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, comme j'avais été échaudé par d'autres épidémies, je me suis dit, il vaut mieux pas y toucher à ce truc-là, parce que ça va faire très mal. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je regarde ce qui se passe. Et j'ai commencé à regarder. Dès le 11 mars, alors j'avais regardé ça 15 jours avant, hein, mais le 11 mars, j'avais publié ma première note qui disait comment ça allait se passer. Et ça s'est passé exactement comme je l'ai dit. J'aime pas le répéter parce que j'ai l'air d'une sorte de devin, mais beaucoup de chercheurs ont eu la même réaction que moi. Beaucoup ont réfléchi et l'information, en tout cas une information différente de celle qu'on a entendue longtemps, était disponible. En tout cas, cette information était largement diffusée. Et ça a mis très longtemps, très très longtemps, avant qu'on commence à écouter une autre voix, une voix différente. C'est pas une question de voix officielle ou de voix non officielle, parce qu'après on est en train de nous dire « Ah oui, mais alors qui croit ?» On s'en fout, la question n'est pas là. Il existe des gens qui ont réfléchi. Il faut prendre en considération un faisceau de réflexion pour pouvoir prendre une décision. En l'occurrence, la décision de confiner était une décision, de mon point de vue, extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Les conséquences de cette mesure sont inimaginables. On pourra faire l'évaluation si vous voulez, lorsqu'on met en place un système, on le met en place, puis au bout d'un moment, on en fait l'évaluation. J'espère que cette est une évaluation indépendante. J'espère que ce sera évalué sérieusement. Ça, c'est tout. Mais c'était une décision d'une gravité terrible. Si on revient un petit peu à l'épidémie, on a quand on a le patient qui peut aller sur le site et identifier ses symptômes, il va chez le médecin qui fait son diagnostic, son examen clinique. On a beaucoup parlé des tests.
Ces tests, je crois même t'avoir entendu dire qu'on n'avait pas une épidémie de virus, mais on a une épidémie de tests. De tests positifs. Et on voit, pas plus tard qu'avant-hier matin, je suis moi-même allé me faire tester. Et c'était 6h30 du matin, il y avait une queue longue comme devant l'Apple Store quand il y a le lancement d'un nouveau produit. Il pleuvait. Et les gens ne se parlent pas, les gens ont une espèce de peur. Et on a l'impression qu'on est tous des ennemis, que le monde a changé. Ces tests, on va dire, c'est juste une partie du diagnostic du médecin, c'est une mesure. Comment il faut comprendre, comment peut-on expliquer? Alors, c'est une très vaste question parce qu'elle englobe beaucoup de choses. Là, tu as fait part finalement de comportements vis-à-vis d'autres personnes. C'est presque de la psychologie. Et il est vrai que dans cette épidémie, la part psychologique est énorme. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a insisté, par exemple, en faisant une tribune, nous ne voulons plus être gouvernés par la peur, parce que cette peur génère tout un tas de trucs. Mais c'était pas ça la question, d'accord? La question, c'était finalement l'opportunité de faire autant de tests. Ma question, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert ces tests? Ça servait, si vous vous souvenez bien, à essayer d'identifier des clusters, c'est-à-dire les fameux petits groupes de tout à l'heure, là, c'est-à-dire que si un infecté arrivait ici, on voulait protéger tous les gens qui étaient autour. C'est ça l'idée du test. Et donc, tester isolé. Tester isolé. Donc, pour éviter que ça diffuse encore plus. Mais est-ce que ça a été évalué? Je n'en sais rien. On ne connaît pas la suite. En tout cas, moi, je ne la connais pas. Peut-être que j'ai mal cherché, c'est possible. Mais la suite de tous ces clusters, est-ce que on a une idée? On a vu le nombre de clusters augmenter. Mais est-ce qu'on a vu le nombre de malades au sein des clusters augmenter? Ça, on n'en sait rien. Le devenir de tous ces fameux clusters, on ne sait pas ce qui s'est passé là-dedans. Donc, initialement, c'était pour éviter ça. On connaît tous les biais des tests. D'abord, le temps de réponse du système lui-même est décalé par rapport à ce que l'on veut faire. Parce que si on obtient un résultat positif d'un test 8 jours à 10 jours plus tard, l'épidémie le virus a largement eu le temps de diffuser. Disons que moi, je n'ai pas très bien compris ce truc-là. Généralement, les tests sont valables en début d'épidémie, au moment où il y a une forte diffusion, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire que là, on pourrait éventuellement éviter une propagation forte. Mais là, nous ne sommes plus dans une propagation forte, on est déjà dans une propagation faible. À quoi ça sert? Et en fait, le résultat que je vois, moi, en premier de tous ces tests, et je l'ai répété assez souvent, c'est que globalement, 95% de la population testée est négative. Donc sur un échantillon je crois qu'on est à 13 millions maintenant, c'est donc un échantillon gigantesque. On fait des évaluations d'un phénomène avec 1000 personnes. En général, pour une élection, c'est 1000 personnes et c'est déjà très fiable. Là, on est à 13 millions de personnes. Je ne sais pas si vous voyez ce truc phénoménal. Et que nous dit ce truc-là? Il nous dit que 95% des gens sont négatifs. Donc on est très heureux parce que ça veut dire que tous ces gens-là, il n'y a pas d'épidémie pour eux. Et sur les 5% restants, 80% de ces gens-là ont moins de 60 ans. C'est-à-dire que ces gens-là, de toute façon, donc 80% de ces gens-là ne vont pas faire de forme grave. Donc il reste 20% des gens sur les 5%. 1%. Voilà. Tous ces gens-là sont susceptibles de faire une forme grave. Mais lorsqu'on regarde après le nombre d'hospitalisations, c'est encore beaucoup moins. Donc si vous voulez, tous ces tests, j'arrive même pas à comprendre
l'intérêt, l'utilité de tout ça. Peut-être que je n'ai pas toute la compréhension, mais en tout cas, vu de chez moi, ça ne sert à rien. Et c'est beaucoup d'argent, énormément d'argent, parce que maintenant il faut donc le coût du test, il faut aller voir son médecin, je ne sais pas si il y a des cohortes de gens qui vont tester, tout ça c'est un coût mais inimaginable. Avec cet argent-là, on oublie qu'il y a d'autres pathologies extrêmement graves qui, elles, ne sont pas testées et qui ont, en termes de mortalité, l'équivalent au moins du Covid. Je pense juste à une épidémie, je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler, à une sorte d'épidémie. Il y a une progression très importante d'un cancer qui s'appelle le cancer du pancréas. On observe que c'est une augmentation importante. Le cancer du pancréas, lorsqu'on le détecte pour un individu, on sait que son espérance de vie est inférieure à 2 ans. C'est-à-dire que les signes de ce cancer sont visibles, et quand ils sont visibles, on peut dire que l'espérance est très, très limitée. On pourrait mettre en place des tests, et le cancer, la prophylaxie du cancer, c'est essentiellement des tests préventifs. On pourrait mettre en place, pour le même prix à peu près, alors peut-être pas exactement le même prix, mais ce serait le même ordre de grandeur, des tests de prévention de ce cancer-là. En termes de mortalité, c'est, je le répète, l'équivalent du Covid, sauf que le Covid, c'est 1 année. Le cancer du pancréas, c'est tous les ans. Vous comprenez, or, on ne met pas cette prévention en place, on préfère payer des sommes astronomiques pour un phénomène qui, globalement, est mineur. Alors que, voilà, alors je me permets comme ça, au passage, vous me posez la question, je pense à ça, mais prévenir du cancer du pancréas, qui est quelque chose qui ne fait qu'augmenter depuis des années, me semblerait plus judicieux que de passer beaucoup de temps pour quelque chose qui finalement ne nous apporte presque aucune information et n'a aucune efficacité en termes de dynamique de l'épidémie. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait quand même un problème récurrent au niveau des grippes, c'était, on voyait la saturation des hôpitaux. Cet argent, il aurait pu être utilisé aussi pour avoir plus de lits équipés en réanimation ou... Alors, moi, je ne suis pas habilité pour répondre à ce type de questions. J'ai une idée, bien sûr, mais je préfère parler de ce que je sais plutôt que de dire cet argent aurait dû mieux. Alors, j'en ai parlé, j'ai parlé du cancer de pancréas, ça m'est venu comme ça, parce que c'est un vrai problème de santé. C'est dans le cadre de la prévention, puisque dans le cadre de l'épidémiologie, quand même, la prévention mais bien pour sûr. éviter la montée de la courbe. Exactement. Donc ça, c'est un outil de détection, on va dire. Détection-prévention. Alors, encore une fois, j'ai dit, on aurait mieux fait de faire ça. Je sortais du coup de mon rôle, je l'avoue. Mais moi, en tout cas, je connais cette information-là, je la donne. Maintenant, après, on en fait ce qu'on veut. Et juste pour essayer de mettre les choses encore plus en perspective par rapport... donc là, on a parlé du cancer du pancréas, c'est intéressant, mais par rapport à d'autres épidémies comme le H1N1, la grippe de Hong Kong, qui ont été des phénomènes importants, soit en quantité, soit en létalité. Cette épidémie, elle se compare comment? Et le deuxième point qui est important pour moi de comprendre, c'est on n'arrête pas de parler de cette deuxième vague. En fait, ça se comporte comment une épidémie? On peut commencer par là, d'ailleurs. Oui. Non, on va éliminer tout de suite l'autre. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Bon. La dernière épidémie, c'est le H1N1, là, celle qui nous a beaucoup émus. La grippe de Hong Kong, j'étais né, mais j'étais petit. Et je n'étudiais pas les épidémies, mais elle a été étudiée par la suite. C'est une grippe qui a eu lieu en 68. Et je me souviens d'un prof qui m'avait dit cette épidémie... parce qu'on parlait beaucoup d'épidémies de grippe, puisqu'on était dans la grippe, et il nous disait toujours, les épidémies de grippe, mais c'est rien du tout. Vous n'avez pas connu la grippe de Hong Kong, parce que quand il y a une grippe qui est sévère,
j'aime autant vous dire qu'il n'y a plus personne dans les rues, mais pas parce qu'on les a bloqués pas parce qu'on les a bloqués par une mesure, c'est parce que les gens sont cloués au lit. Et une grippe, c'est une vraie grippe, c'est quelque chose de mortel. Ça veut dire que c'est ultra grave. Donc lui qui était un vieux prof, il n'était pas beaucoup plus vieux que moi, mais il nous avait dit les petites grippes qu'on a là maintenant, c'est vraiment de la gnognotte, parce que tout ça, c'est presque une anecdote, mais c'est pour faire comprendre que cette grippe de Hong Kong a été très dure et aucune mesure n'a été prise, et tout en étant très dure, elle n'a pas arrêté l'ensemble de... Vous voyez, on a vraiment changé d'époque. Cette épidémie a été très dure, elle a fait un certain nombre de morts, mais ça n'a rien bloqué du tout. On était en plein dans les 30 glorieuses, quoi. On était sur la fin des 30 glorieuses, à peu près au milieu, hein, je crois. C'était après, oui, c'est ça, 72. C'était un peu avant la fin, mais c'était une sorte d'âge d'or. Ça n'a rien bloqué du tout. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faudrait peut-être comparer, c'est le comportement des gouvernements vis-à-vis d'un phénomène sanitaire important. Maintenant, pour le H1N1, c'est beaucoup plus tard. Et déjà, on commençait à voir les ravages de ce qu'on appelle le principe de responsabilité, hein, de Hans Jonas, et qui va jusqu'au principe de précaution poussé à l'extrême. Et déjà au niveau du H1N1, alors rien à voir hein, en termes de... Rien à voir avec l'espèce de fantasme de la grippe de Hong Kong, voire encore pire, la grippe espagnole. Le H1N1, c'était une toute petite épidémie de rien du tout. En revanche, souvenez-vous, à l'époque, 95 millions de doses de vaccins achetées qui n'ont pas été utilisées. Et ça, alors on en a beaucoup parlé, mais on oublie. C'est-à-dire une surprécaution, une surréaction à un phénomène sanitaire qui n'était pas aussi grave que ce qu'on avait prévu. Finalement, le H1N1 nous donne les prémices du comportement sanitaire et de l'autoritarisme finalement sanitaire auquel on assiste aujourd'hui. Voilà, donc ça n'a rien à voir, le H1N1 n'a aucune commune mesure, même si vous voulez, la grippe suivante, la grippe qui a suivi le H1N1, puisque le H1N1 a commencé en gros en France à peu près en fin août, un truc comme ça, il y a eu un truc à peu près en septembre si je me souviens bien, mais l'épidémie de grippe réelle a suivi, elle était beaucoup plus haute en termes d'incidence que le H1N1, qui est passé totalement, d'un point de vue épidémiologique, relativement inaperçu. Donc on ne peut pas comparer ça, même par rapport à une grippe normale. On ne peut pas comparer, mais on peut apprendre, en fait. On aurait pu apprendre qu'il fallait quand même se méfier. Mais bon, je ne jette la pierre à personne. Hein. On est face à il faut prendre des décisions. Moi, je ne suis pas là. J'essaye de comprendre, c'est tout, et de constater ce qui s'est passé. Je ne peux pas avoir un jugement sur les gens. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les informations qu'ils ont eues. Le problème, c'est qu'ils avaient à disposition d'autres informations qu'ils n'ont peut-être pas pris en considération. C'est tout. Voilà. Maintenant, pour la suite des opérations, voilà ce que je peux vous dire. Il y avait deux questions, je ne sais plus quelle est la deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cette deuxième vague. On vient de voir le président hier qui a annoncé que de nouvelles mesures de confinement, notamment ce couvre-feu. Est-ce qu'il y a une raison de s'inquiéter? Est-ce que la situation est aussi grave? On a plein d'indicateurs, on a des millions de tests qui sont arrivés, on dépense beaucoup d'argent, et est-ce que ça donne l'impression que l'information qui est utilisée, il n'y a qu'une partie de l'information, c'est ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est aussi grave qu'au printemps?
qu'est-ce que je dois en penser là? Parce que Alors, je suis là en train de me dire, ça y est, c'est le couvre-feu. Je pense que la dernière fois qu'il y a eu un couvre-feu en France, c'était il y a longtemps. Et ça donne l'impression qu'on était vraiment dans une situation de guerre ou de guerre civile. Et là, on a l'impression qu'on est en guerre contre quelque chose qui n'existe pas. oui. Alors, il faut reprendre tout point à point. Alors, pour ce qui concerne D'abord, la première précaution que je dois prendre, c'est que nul n'est à l'abri de la contingence. C'est-à-dire que on ne peut pas prédire l'avenir à ce point-là. Il peut toujours y avoir quelque chose d'incroyable, etc. Et je serais ridicule de ne pas prendre en considération l'aléa lié à toute chose. Donc ça, ok. Une fois que j'ai pris cette précaution-là, pour ce qui concerne l'épidémie qu'on a vécue là, sauf mutation, mais là on ne pourrait plus parler de la même épidémie, ce serait un autre virus, et ce serait un virus muté, donc un virus différent. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de fait, tout le monde serait de nouveau susceptible à ce nouveau virus, et ce serait une autre épidémie. C'est donc le Covid-19, c'est le Covid-20. Ce serait 20, voilà, donc ce serait autre chose. Donc ça, je n'en parle pas. Sur ce que je peux analyser de cette épidémie-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu une phase épidémique entre mars et mai. Ensuite, il y a eu une redescente. Il est probable que la remontée extrêmement faible que l'on voit à l'heure actuelle soit due à des effets si vous voulez, d'aubaine pour le virus, c'est-à-dire qu'il profite, en général, il s'est fait, par exemple, ressentir plutôt dans les départements où il avait moins touché au préalable, mais même cette hypothèse-là est à prendre avec des pincettes. Il y a eu des vacances à Marseille. Il y a eu des vacances, donc même ça, donc cette remontée est très faible, insuffisamment forte pour qu'on assiste de nouveau à une forme d'embrasement général de la population. Il faut comprendre un autre phénomène, c'est le phénomène finalement, il y a eu aussi une épidémie. Je vais donner une autre métaphore. Une épidémie, ça ressemble, si vous voulez, à un feu de forêt. Vous voyez, le feu de forêt, il avance comme une sorte il y a un front du feu de forêt. Devant, il y a les arbres qui n'ont pas encore brûlé, qui sont susceptibles de brûler. Et derrière, il y a les arbres qui ont été brûlés et qui ne sont plus susceptibles de brûler. Vous voyez, ça avance comme un front. Et ce front, c'est équivalent à une vague. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé ici. Mais lorsqu'on veut arrêter un feu de forêt, en général, ce que les gens, les pompiers font, ils font ce qu'on appelle soit des contre-feux, c'est-à-dire qu'ils font un feu et puis ils essayent de le pousser dans l'autre sens, comme ça bloque l'épidémie, soit ils font ce qu'on appelle des clairières. Et il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la percolation, qui donne un nombre précis de clairières à faire pour que le feu ne percole plus, c'est-à-dire qu'il ne passe plus dans la forêt. Eh bien, ces petites clairières correspondent aux gens qui font barrière à l'épidémie que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait que les gens qui sont moins susceptibles de faire une forme grave, c'est-à-dire 80% de la population, rencontrent effectivement le virus de façon à continuer à faire barrière à ce truc-là. C'est ça le mécanisme. C'est le concept d'immunité. C'est le concept d'immunité. Et il a été évalué, je pense, à 70%. Ça a été des chiffres qui ont été émis, etc. C'est fondé sur rien. C'est exactement comme les 500 000 morts. Il faut savoir que les 500 000 morts, il n'y a jamais eu... C'était le résultat d'une modélisation, d'un modèle extrêmement sensible aux conditions initiales et aux paramètres. Or, ces paramètres sont sortis si vous voulez, sont estimés en fonction d'observations. Et ces observations, on ne les avait pas. Donc, ils ont
fait des choses, ils ont fait des estimations qui ont fait prendre des choses graves aux gouvernants, alors que ce modèle était à prendre avec des pincettes, justement. Ce sont des modèles dits explicatifs. Donc, pour revenir à ce genre de choses, ces mêmes personnes nous ont dit qu'il n'y avait que 4,4% de la population immunisée. En réalité, toute la population n'est pas à prendre en considération. Quand on dit 4,4% de la population, c'est prendre les 67 millions d'habitants comme étant le dénominateur de ce résultat-là. Or, en réalité, beaucoup de gens ont fait une forme non grave, donc ces gens-là sont à retirer de cette population, puisque ce qui est important dans une épidémie, ce sont des formes graves. Les formes, un rhume, si vous voulez, ça n'a pas d'importance, au contraire, on peut exploiter ce genre de choses. Donc en réalité, il ne faut pas prendre l'intégralité de la population, mais seulement la population réellement à risque, et là vous voyez qu'on atteint des taux d'immunité très très importants finalement. Et donc je ne crains pas de deuxième vague parce que justement, après ce long détour explicatif, je pense que l'immunisation d'un pays comme la France a déjà été atteinte et que globalement on va continuer à avoir des petits soubresauts d'épidémie, mais voilà, ça devrait normalement se passer comme ça. Donc, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, non, mais, en fait, le raisonnement tient la route. Ce que j'entends, c'est que quand on prend beaucoup de ces éléments en considération, hormis une mutation du virus, c'est ce que j'ai l'impression compris, qui peut arriver, et à ce moment-là, c'est une autre épidémie, puisque le nouveau virus pourra trouver des nouveaux porteurs, et hormis une catastrophe, il n'y a pas la science nous permet de comprendre ce qu'est cette épidémie et devrait nous aider à prendre des décisions adéquates. Oui. Et je vais quand même être plus rassurant encore, parce que effectivement, sur la notion de mutation, c'est ça aussi très anxiogène. Alors je vais essayer de redescendre un peu la pression, parce que dès qu'on parle de mutants, déjà ça fait appel à des choses extrêmement psychologiquement. Donc bon, en plus, pour redescendre encore la pression, on a une possibilité aussi que les gens qui ont rencontré une première forme du virus puissent réagir positivement, c'est-à-dire combattre le mutant aussi. C'est ce qu'on a appelé à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, aux alentours de avril-mai, on parlait d'immunité croisée. C'est-à-dire que le fait d'avoir rencontré un virus dont les caractéristiques étaient différentes, mais pas très différentes du virus qui arrivait, le coronavirus, le coronavirus version 19, permettait de combattre ce truc-là. C'est une idée sur laquelle on a beaucoup glosé, puis maintenant on l'a oublié, cette idée-là. Eh bien, on peut la reprendre aussi, éventuellement, pour un mutant du Covid-19, qui serait le Covid-20, par exemple, et qui aurait des caractéristiques proches, telles que on ne serait pas tous susceptibles d'attraper ce nouveau virus mutant. Et il est possible, alors là encore une fois, ce sont des hypothèses, là je ne peux pas m'avancer plus que ça, et en plus je ne suis pas virologue, donc je sortirai encore une fois de mon champ, mais ça ne m'empêche pas quand même de parler avec des virologues. Mais il est possible que le fait d'avoir été impacté par le premier Covid-19 nous permette de nous défendre aussi sur un virus émanant de celui-ci. Voilà, ça permet de, si vous voulez, de dédramatiser. C'est une hypothèse qu'il faudra vérifier. Si on a eu la grippe, par exemple La grippe, ça n'a rien à voir, en fait. La grippe, c'est un autre virus qui est très différent du coronavirus. Le coronavirus, il en existe plusieurs qui circulent et qui ne font rien aux gens, qui font des formes très peu sévères, comme les rhumes, par exemple. Mais la grippe, c'est un autre virus, c'est une autre question. Le virus de la grippe mute, lui,
plus facilement. Et donc, tous les ans, nous avons des nouveaux mutants de la grippe qui font qu'il y a une forme de récurrence hivernale de la grippe. Parce que globalement, il s'agit d'un cocktail de virus, plusieurs virus qui appartiennent à un groupe de virus qui se ressemblent beaucoup, circulent en même temps. Voilà, donc à chaque fois, il y a de nouvelles mutations, parce que justement, le virus de la grippe, lui, est sensible à la mutation. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a tous les ans, on doit faire un nouveau vaccin, c'est ça? Tous les ans, à l'OMS, on regarde l'ensemble des virus circulants pendant plusieurs années et on fait un nouveau cocktail de virus qui nous permet de fabriquer un nouveau vaccin qui est valable pour les virus circulants les années précédentes, mais s'il y a une mutation, il peut y avoir potentiellement une épidémie, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, parce que vous remarquerez que le vaccin de la grippe existe depuis longtemps et que la grippe est toujours là. Donc son efficacité finalement est relativement limitée. Il y a aussi la baisse de la vaccination. Le taux de vaccination graduellement baisse depuis plusieurs années. Néanmoins, nous avons des épidémies régulières. Il se trouve d'ailleurs que les 2 dernières épidémies, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient plus faibles. Mais ça, c'est très variable d'une année sur l'autre. Elles peuvent être très fortes. Et on a eu consécutivement plusieurs épidémies de grippe fortes. Un effet pervers des mesures prises par le gouvernement. Parce qu'ils mettent en place des mesures qui leur permettront de dire que si l'épidémie n'arrive pas, c'est grâce aux mesures qu'ils ont prises. Et ça, c'est un vrai problème, un vrai problème de l'ordre de la manipulation. De la même manière qu'on a dit, et ça on n'a pas suffisamment insisté là-dessus, de la même manière qu'on a dit que le confinement nous avait permis d'arrêter l'épidémie, alors que moi j'ai dit que l'épidémie avait une histoire naturelle et que si elle s'est arrêtée, j'ai expliqué pourquoi. Et donc la co-occurrence d'une mesure et du résultat de cette mesure, ça s'appelle de la corrélation, mais il n'y a pas de causalité. C'est-à-dire que le confinement n'est pas la cause de l'arrêt de la baisse de l'épidémie. De la même manière, les mesures prises aujourd'hui ne seront pas la cause du fait qu'il n'y aura pas de vague d'épidémie. Elles peuvent y contribuer, mais ce n'est pas la cause. Même pas. Elles peuvent y contribuer, pas d'une manière globale comme on l'applique là, mais en tout cas, l'un n'est pas... donner le moyen éventuel de dire ça. Oui, mais ça, il faudra... C'est difficile à dire. Je vais te donner quelques pistes pour que ça ne soit pas une attaque directe contre tout ça. Moi, la manière dont j'aimerais le conclure, ou du moins si jamais j'avais à faire un article, c'est tu es épidémiologiste, tu as fait toutes les analyses et il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'expertise qui transparaît au travers de tout ça. On avait les moyens, on a des indicateurs, on a les moyens de gérer cette épidémie. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'information et quels sont les moyens qu'on se donne en fonction de cette information. La gestion telle que... la gestion telle que je la donne, moi, elle serait plutôt une gestion à la suédoise. C'est-à-dire que je fonde mon raisonnement sur l'immunité collective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, sauf protéger les personnes les plus à risque. Ça me semble tellement évident. Mais en termes de populationnel, il n'y a rien de possible. Le seul truc, c'est qu'on a beaucoup de chances que ce virus ne soit pas très grave, et on devrait s'appuyer sur ça, c'est-à-dire utiliser ça pour faire de l'immunité collective et donc faire un barrage à la dynamique de cette épidémie-là. Et donc pour moi, mettre en place un couvre-feu, c'est totalement contre-productif, et ça ne fera rien du tout. Donc quand on parle en fait des différentes nations et de la Suède, mais quelque part c'est ce qu'on a fait toutes les autres années. Oui, c'est toujours ce qu'on fait. On pourrait dire ce qu'on a fait avant, à la française, ça aurait pu fonctionner. C'est-à-dire que quand on s'en occupe pas,
quand on s'en occupe pas, ça s'arrête spontanément. Ou quand on le gère, parce que ne pas s'en occuper, oui, c'est-à-dire, non, mais disons que elles sont gérées. Non. Par les médecins qui font leur travail. Ah bah oui, elles sont gérées, si tu veux, spontanément. C'est-à-dire qu'un médecin voit un malade, si tu veux, il atténue sa souffrance. Un médecin contre le virus de la grippe ne fait rien. Il ne fait rien. Il atténue la souffrance de l'individu. Et il te dit en général, il faut que ça passe. On connaît, il y a ce qu'on appelle le V-grippal, une double montée de la fièvre jusqu'à 39, et puis le virus est combattu spontanément par l'individu, par son système immunitaire. Et ça, c'est valable pour 99% des personnes. Il y a une toute petite partie, une infime partie de ces personnes qui ne sont plus suffisamment combatifs parce qu'ils sont en précarité de santé, et ceux-là font des formes graves, même de la grippe. Eh bien, nous sommes exactement dans le même cas de figure. Exactement dans le même cas de figure. Donc, à la limite, on soulage les gens avec du Doliprane, les gens qui ont de la fièvre, et puis les autres, on laisse faire l'immunité collective, et au bout d'un moment, la grippe ou le Covid-19 s'atténue spontanément en termes épidémiologiques. Voilà. Donc on avait les moyens d'agir, on a pris certains chemins ou certaines informations. Il y a une information dont on a parlé tout à l'heure qui était l'estimation initiale de 500 000 morts. Est-ce que si on avait pris une autre estimation, peut-être que les mesures gouvernementales auraient été différentes? Écoute, moi, je vais faire encore une autre métaphore. J'estime que pour cette épidémie-là, on a surréagi. On avait surréagi pour le H1N1, et là, on a surréagi. Un petit peu, si je peux me permettre cette comparaison, un petit peu comme certains malades du Covid ont surréagi, c'est-à-dire que leur système immunitaire est devenu un peu fou et a attaqué les cellules saines, si tu veux, et ont provoqué des thromboses, des microthromboses dans leurs poumons qui les ont empêchés de respirer. Eh bien, c'est une des la fameuse avalanche cytokinique dont on a beaucoup parlé aussi aux alentours d'avril, et dont on ne parle plus du tout, mais c'était une surréaction du système immunitaire. Eh bien, on pourrait dire qu'à l'échelle globale, notre gouvernement a surréagi à une pathologie qui aurait pu être gérée d'une manière plus douce. C'est ça ce que je dis. Dans le cadre des mesures sanitaires, ce que l'on dit en général, c'est plusieurs choses. C'est que, c'est un faisceau de preuves qui font... Alors peut-être que je l'ai déjà dit, c'est un faisceau de preuves qui doit nous conduire à mettre en place un truc. On ne s'appuie pas sur une seule personne qui fait l'alerte. Il en faut plusieurs, et il faut que ce soit convergent. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un point fondamental aussi qu'on semble oublier, c'est le premier article de l'OMS concernant la santé. La santé, c'est pas uniquement éradiquer une maladie, c'est prendre en compte l'ensemble de ce qui fait le bonheur des individus et des populations. Il faut prendre en compte les aspects sociaux, les aspects psychologiques. Tous ces aspects-là doivent être pris, c'est ça la santé. Et donc on ne peut pas se focaliser sur l'éradication d'une maladie, c'est aller à l'encontre même de ce que les gens définissent comme étant un état de santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les conséquences des mesures prises seront probablement très importantes, et c'est quand on fera une évaluation, il faudra prendre en considération l'ensemble de ce que l'on appelle la santé.